Alexandre, bonjour. Bonjour. Tu es docteur en philosophie et expert en design de redirection. En tout cas, c'est comme ça que tu es présenté pour ton intervention de ce soir. Docteur en philosophie, on voit à peu près ce que ça peut vouloir dire. Expert en design de redirection, ça veut dire quoi? La redirection écologique, c'est un cadre pour réencastrer nos activités, nos modèles, nos infrastructures à l'intérieur des limites planétaires, c'est-à-dire de ces seuils, ces limites, ces frontières qu'il ne faut pas dépasser pour maintenir des conditions d'habitabilité demain. Et donc, à la différence d'autres approches type développement durable, croissance verte évidemment, transition écologique, etc., la redirection écologique place au cœur de ce qui l'intéresse des enjeux qui sont liés à de nécessaires renoncements à l'avenir, c'est-à-dire renoncer à ce à quoi on ne pourra pas ne pas renoncer. S'il manque d'eau sur un territoire, on ne peut pas mener toutes les activités que l'on souhaite. S'il manque de neige, pareil, etc. C'est une trait de contre-recul. Bon. Mais aussi ce à quoi il faudrait renoncer pour maintenir justement des formes d'habitabilité. Donc typiquement, peut-être qu'il faut arrêter de faire des choses qui détruisent l'habitabilité pour maintenir celle-ci. Donc voilà, des deux côtés, côté adaptation et côté atténuation, on va s'intéresser à cette question du renoncement, mais d'un renoncement démocratique, d'un renoncement qui est non moral ou moralisateur, anticipé et également non brutal. Et tu le dis en filigrane, entre les lignes, mais est-ce que ça inclut aussi le fait qu'on respecte un certain plancher social pour que tout le monde bénéficie de cette transition, de cette bifurcation écologique? Oui, tout à fait. C'est un point, je pense, très important côté de la redirection écologique. Moi, j'ai une image que je sollicite assez souvent, c'est l'image de la ligne de crête, pour expliquer que d'un côté, on ne peut pas renoncer à tout, renoncer à toutes nos infrastructures, renoncer à tout ce qui dégrade finalement les conditions d'habitabilité. Et en même temps, on ne peut pas non plus laisser ces infrastructures continuer à grossir et à peser finalement sur nos milieux, notre environnement. Donc, tout arrêter, ça n'est pas possible. Continuer en fonction du business as usual, ça n'est pas possible non plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut arriver à détricoter justement notre dépendance aux infrastructures, à ce qu'on appelle la technosphère, mais en considérant qu'on le fait à 8 milliards d'habitants et d'habitantes, et que donc ça veut dire qu'on ne peut pas simplement revenir sur des modes de vie du passé, parce que ces modes de vie-là, à 8 milliards, ce n'est pas du tout viable. Donc, il faut inventer une nouvelle manière de vivre sur Terre à 8 milliards, et donc en prenant en compte effectivement ce plancher avec ce nombre d'individus, donc sans jouer évidemment sur la variable, on va dire, démographique. Et là, avec la thématique de ce soir, on est un peu au cœur du sujet en vrai, hein, action écologique et sociale. La thématique, alors convoquée par Urbagenes, qui rassemble 17 corps de métiers différents. Il y a des gens spécialistes de l'économie circulaire, de l'urbanisme, des paysagistes, bref. La thématique régénération des zones commerciales de périphérie, une opportunité de transition écologique. Allez, je te donne la question, tu as 3 heures pour y répondre. Non, la vraie question qu'il y a derrière, c'est que ce sujet il est important et je trouve ça hyper intéressant qu'on invite quelqu'un à la table ronde qui est un docteur en philosophie et un expert de la redirection pour en parler. Alors effectivement, c'est un sujet qui est particulièrement intéressant parce que les questions urbaines sont évidemment centrales du point de vue de la redirection écologique. On le voit avec Lausanne, on le voit avec la ville du quart d'heure, on le voit avec tout un ensemble de questions qui sont posées aujourd'hui sur le devenir par exemple d'une économie de la construction qui ne peut plus forcément perdurer demain, donc à quelles conditions on bascule vers une économie de la maintenance et de la réhabilitation, mais tout en sachant que par ailleurs le fait de posséder aujourd'hui un actif, en particulier un actif immobilier, puisqu'en général c'est le premier actif qu'on va posséder, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont des actions, des participations dans les entreprises, mais je laisse ça de côté, et bien cet actif-là finalement c'est ce qui va déterminer la classe sociale à laquelle on appartient aujourd'hui. Donc selon qu'on est propriétaire ou qu'on n'est pas propriétaire, on n'est pas du tout dans la même situation. Donc le fait d'avoir un actif, de disposer d'un actif, c'est un avantage absolument faramineux. Donc si ce modèle-là, finalement, où sa sécurité sociale, elle est individualisée, elle est privatisée du fait de la possession d'un actif, si ce modèle-là, il est remis en cause par une bascule vers une économie de la maintenance, de la réhabilitation, par le fait que peut-être il faut interroger aussi les formes de la propriété privée, parce que si on ne construit plus, ça veut dire qu'on donne un avantage très important aux gens qui sont déjà propriétaires, voire évidemment multipropriétaires, ce qui est encore plus évidemment problématique. Est-ce que c'est tenable? Moi je pense que non. Donc on est à la fois au croisement de mesures qui sont des mesures techniques, réhabiliter effectivement des zones industrielles, transformer des zones d'activité, etc. Et en même temps finalement le modèle social et le modèle économique qui sous-tend un petit peu
la partition en classes sociales et donc beaucoup de choses dans la société, et y compris aussi l'économie, parce que l'économie repose quand même très largement sur l'appréciation des actifs immobiliers, plus que sur le développement de la technologie ou tout un tas de choses. Est-ce que la manière dont on va rénover ces zones commerciales, industrielles, périphériques, entre guillemets, la France moche, hein, Ruffin en parle, mais même le gouvernement l'année dernière, puisque c'est comme ça qu'il avait appelé, je crois, hein, cette France périphérique, euh, est-ce que c'est un signal faible de la direction qu'on va prendre en matière de transition écologique? Encore une question extrêmement légère que je t'adresse. En tout cas, effectivement, ça montre bien que cette transition ou redirection, parce que dans redirection, il y a l'idée qu'on hérite d'un passé qui est problématique. Effectivement, les zones d'activité, on voit bien qu'elles n'ont pas forcément un avenir radieux devant elles. Et qu'est-ce qu'on fait de cet héritage-là? Comment est-ce qu'on le transforme pour imaginer des modèles qui soient plus viables pour l'avenir? Et donc, effectivement, imaginer de nouveaux modèles d'urbanisme, de nouveaux modèles de mobilité, parce que de toute manière, on a besoin de créer ces nouveaux modèles-là, qu'en plus c'est un pas de temps qui n'est pas forcément immédiat. C'est pas le pas de temps, par exemple, de l'électrification des véhicules. Hein. Un nouveau système de mobilité, ça veut dire un nouveau système urbanistique, ça met du temps à se mettre en place. Donc effectivement, je pense que ce sont les prodromes de ça. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que cet héritage-là, on ne va pas le détruire. On ne va pas forcément détruire ces zones-là, parce que toute la matière et toute l'énergie qu'on détruirait, y compris pour faire mieux, pour transformer ça peut-être en écoquartier ou autre, serait perdu. Et en fait, effectivement, ce serait pire que mieux, d'une certaine manière. Donc, voilà, dans cette manière de faire avec un passé, de le transformer, je trouve qu'effectivement, il y a quelque chose de fondamental qui se joue ici. Chez les Pandarous, on a une marotte, c'est aussi l'intégration des gens qui vivent les quartiers, enfin qui vivent dans les endroits. Là, ce soir, ce sont des experts hein, qui se réunissent, et c'est très bien, on a besoin d'eux, c'est à l'échelle structurelle que les choses vont être redirigées, espérons-le. Mais on ne peut pas faire sans les gens qui vivent les quartiers. Comment on fait pour les associer? Alors c'est un enjeu central de la redirection. Hein. Je parlais tout à l'heure de procéder de manière non brutale. Procéder de manière non brutale, ça veut dire en prenant en compte les attachements des personnes qui sont concernées par toutes les transformations qui vont advenir. Et donc ça veut dire en faisant avec elles, parce qu'elles sont elles-mêmes les expertes de leurs propres attachements. Donc on ne peut pas décider à leur place. Alors ce qui est évidemment une tentation peut-être du côté de l'urbanisme, de la planification, etc. Ça, on a des exemples de ça assez nombreux. Là, effectivement, on ne peut pas, et je pense qu'il y a un enjeu fondamental lorsqu'on ouvre finalement la boîte noire de la mobilité, de l'urbanisme, mais aussi ça veut dire du travail à l'échelle d'un territoire, parce qu'évidemment tous ces modèles se contraignent les uns les autres. Ce sont des questions démocratiques à poser. Si on dit demain, vous allez occuper tel emploi ou on va développer telle activité à l'échelle du territoire, d'une certaine façon, ça doit devenir une question démocratique, ce que ça n'était pas précédemment. De quoi un territoire va vivre demain, il n'y a pas de question plus démocratique que celle-là, et effectivement, il faut la poser maintenant, et donc imaginer de nouvelles instances pour y parvenir, mais sans quoi, effectivement, il n'y aura pas de transition, encore moins de redirection, puisque tout ça sera confronté à des formes de réactions, et de réactions sont légitimes à des décisions prises sans impliquer les premiers concernés. On ne sait pas précisément dans quel sens vont partir les échanges ce soir, mais tu viens avec quelle intention? Est-ce que tu as des recommandations à faire, des points de vigilance à donner? Moi, je viens de manière très modeste, hein, n'étant pas urbaniste moi-même. Je viens dans une posture d'écoute, et puis en proposant le cadre qui est celui de la redirection écologique, qui permet effectivement de se saisir depuis pas mal d'années maintenant d'un certain nombre de questions avec des réalisations concrètes, pour que maintenant on passe à l'échelle, qu'on aille plus loin et qu'on essaie de détricoter des modèles qui semblent effectivement assez compliqués à détricoter. Ce que j'ai dit tout à l'heure par exemple sur la place des actifs et de la possession des actifs dans l'économie, dans la structuration des classes sociales. Voilà, si on veut vraiment affronter cette question de mise en place d'un nouvel urbanisme, il faut aussi toucher à ces questions-là. Comment on le fait? Voilà, la question elle est ouverte, mais il faut la poser. Oh, ça risque d'être baroque, c'est bien. Avant la dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire, un message à faire passer, ou un point important qu'on n'aurait pas abordé sur la thématique qui te paraîtrait essentiel? Non, je dirais que je pense qu'aujourd'hui, dans la continuité de ce que j'expliquais, on parle pas mal d'un backlash écologique. Alors, sur le ZAN, on en parlait il y a quelques jours, sur tout un tas de questions. Et puis il y a un contexte politique évidemment assez particulier qui ne favorise pas forcément le développement de l'écologie. Je pense qu'il faut justement aborder ces questions-là de manière assez frontale, en comprenant que si on porte les questions écologiques justement sans impliquer les personnes, sans avoir des plans qui tiennent la route derrière,
ça risque de créer de la frustration, de la déception, de la défiance, qui est en fait déjà présente, d'accroître finalement ces sentiments-là, ces perceptions-là, qui peuvent être d'ailleurs légitimes, hein. Personne n'a de plan aujourd'hui clé en main pour vraiment garantir l'avenir des populations. Donc il faut vraiment un tact tout à fait particulier lorsqu'on veut aborder ces enjeux, parce que sinon ils se prêtent vite à finalement des formes de réactance, des formes de récupération, d'instrumentalisation également. Voilà, il faut approcher ces questions avec tact et sans naïveté. Et la dernière question, promis, c'est quoi toi, ton petit bonheur dans la vie, c'est quoi qui te rend heureux? Moi, ce qui me rend heureux, c'est d'agir au quotidien pour avancer sur ces questions-là, de voir qu'il y a des acteurs un petit peu partout qui s'emparent de ces cadres, qui essayent d'agir. Je crois que les études montrent que pour lutter contre l'éco-anxiété, il faut être dans une position active. Et pas simplement voilà, de contempler finalement les soucis du monde. Donc voilà, moi c'est ça, c'est d'être en posture active au quotidien. Je pense que c'est une vraie chance. Et presque un vrai privilège, donc voilà, c'est mon privilège à moi d'une certaine manière. Merci beaucoup Alexandre. Merci.